Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle séance. Johannes, à toi la parole. Voilà, bienvenue à notre séminaire Discornet avec Christine Baratz, Luciana Radutkagi et Marc Lady. On a le grand plaisir d'avoir Georgetta Tislaro aujourd'hui et j'ai essayé de trouver quelques éléments biographiques sur toi et tu me corriges et me complètes, hein. Donc, tu as eu ta thèse à la Sorbonne Nouvelle il y a 20 ans. Tu as Ah, fait une oui, étude. presque, oui. Bah, c'est ça, hein. Écoute, le temps passe. C'était en juillet, pas encore. D'accord, ok. Voilà, c'est donc moins de 20 ans que tu as fait ta thèse sur la sémantique, sémantique discursive comparative entre le russe, le roumain et le français, je pense. Et l'anglais, Et l'anglais, bah oui. Et tu as continué ta carrière en tant que maître de conférence là-bas, à la Sorbonne Nouvelle. Jusqu'il y a quelques années, tu es passé devenir professeur à Nanterre. Tu as dirigé aussi le département de sciences du langage pendant un moment. oui, tout à fait. Et depuis cette année, et c'est pour ça, j'imagine que voilà, tu reviens de Nation, tu es de nouveau à Sorbonne Nouvelle. Donc, je ne sais pas si tu veux peut-être dire un peu plus. De toute façon, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup, Johannes. Tout le plaisir est pour moi. Merci pour cette invitation de présenter dans le séminaire. J'ai essayé de partager mes diapos. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Oui, ça fonctionne. Est-ce que je les mets en mode plein écran? Est-ce que ça va toujours fonctionner? Oui, ce sera mieux. Ça va? Non, on est toujours. Ah oui, c'est Oui, bon, non, c'est ça bon. va. C'est bon? Ça roule? Parce que je Ça viens de roule. changer de diapo. OK, donc on peut y aller. Ouais. Donc, merci encore. Je vais essayer de parler de prédictibilité. Alors, c'est assez particulier comme problématique. Elle me vient de mon projet IUF. Euh, Autant dire, je ne suis pas encore très avancée, même si l'IUF, lui, l'est. Euh, et je commence par introduire le sujet par un extrait de dialogue pour ceux qui connaissent, vu que j'ai soutenu ma thèse il y a 20 ans, donc je connais le film Minority Report. Et l'idée dans le film, c'était d'anticiper dans l'avenir ceux qui pourraient être des criminels et donc de les trouver, etc., etc. Alors, il y a une scène où la question de cette anticipation, de la prédictibilité est évoquée. Et c'est vrai que quand on lance une balle ou une boule, on peut prédire la trajectoire et on peut soit l'esquiver, soit l'attraper. Ce n'est pas qu'une question de balles ou de films dystopiques, c'est aussi une question de langage. Donc là, si je vous mets la séquence, l'objectif de cet exercice, et vous pensez sans doute déjà qu'il y a une suite, et vous imaginez une suite. Alors la suite que vous imaginez est peut-être conditionnée par l'image que vous voyez, mais de fait, plusieurs suites sont possibles. Tout ça pour dire que la prédictibilité, c'est aussi une question de linguistique. Elle a d'ailleurs été traitée en sciences du langage, mais qu'elle n'est pas facile à aborder dès qu'on dépasse des contraintes phonologiques ou purement syntaxiques. Alors, le périmètre de la prédictibilité a été considéré comme transversal, traversant le niveau de langue. Euh, on renvoie à des contextes à haute contrainte, les règles combinatoires que j'ai déjà évoquées avec la phonologie et la syntaxe, les collocations, les figements, les routines langagières, les rituels communicationnels. On voit qu'on va de plus en plus vers du discursif. Ce qu'on constate en pratique avec ce genre de phénomène, où on peut, sur la base d'éléments qui nous sont donnés par le langage ou dans le contexte de son utilisation, donc prédire des suites. On constate que c'est plus fort en langue maternelle qu'en langue seconde ou troisième.
et que sur la pratique même du langage, ça a des effets de réduction. Par exemple, les mots qui sont prédictibles ne sont pas prononcés ou sont réduits, etc. Donc, je vais me concentrer sur les aspects textuels ou discursifs, donc bien au-delà de la phrase et de ce que qu'on a pu voir dans cette petite introduction. Et je prendrai le slogan comme lieu d'observation. Alors, les questions d'anticipation dans le discours sont abordées en général sous la notion de métadiscursivité. C'est Highland et Tse qui en parlent le mieux dans leur article de 2004, où ils définissent le métadiscours comme des ressources linguistiques qui sont utilisées pour structurer le discours, soit du point de vue de son évolution même, donc du discours lui-même, soit dans sa relation au lecteur. Donc, sous ce chapeau, on peut avoir toutes sortes de marqueurs, euh, certains comme les connecteurs, les changements thématiques, des marqueurs d'anticipation, de signalement, en anglais on appelle signaling markers, qui ont une fonction textuelle, et puis ceux qui ont une fonction interpersonnelle, comme les modalités qui marquent des attitudes. Alors, Highland donne l'exemple du discours académique, qui est un discours très très contraint et qui a pour paramètre générique de dire à l'avance ce qui va être fait. Donc, nous allons introduire, nous allons définir dans la section suivante, etc., etc. Tadros a fait tout un livre en 1985 pour aborder la notion de prédiction dans le texte. Et il propose un modèle qu'il souhaite complet. Il parle d'événements discursifs, textuels, et il donne des exemples qui peuvent aussi bien se rapporter au discours académique, comme on le voit avec avant de discuter plus avant, mais ça peut être le cas de toutes sortes de discours qui présentent des phénomènes comme l'énumération, la récapitulation, l'hypothèse ou le questionnement. On voit bien qu'il n'y a pas, il n'y a rien de mystique ou de sorcier dans cette idée d'attente persistante dans le discours, dans le fait qu'on puisse plus ou moins s'attendre à une certaine suite et donc prédire un certain type de suite. Là, on peut évoquer le principe même d'attente éveillée par le symbole chez Maurice, même si il parle de signes, de symboles, qui éveillent des attentes chez le locuteur de la langue. Il se distingue de Saussure par sa dimension actionnelle, la dimension actionnelle de sa théorie, qui se situe dans la lignée de la théorie du comportement de Mead. Euh, Il y a une autre notion qui a été utilisée, qui est un peu plus éloignée du texte, mais que je veux évoquer quand même, c'est Hamblin, qui parle d'engagement communicationnel. Et ce qui est intéressant dans sa théorie, c'est qu'il parle on peut dire, d'énoncés qui sont stockés et qui renvoient à une sorte de représentation des croyances de la personne. Ça ne veut pas dire que ça renvoie aux croyances réelles de la personne, mais ça renvoie à une sorte d'éthos de croyances de la personne, et donc le discours de la personne doit être en cohérence avec cet engagement communicationnel. Donc forcément, l'existence de ces principes de cohérence permet d'avoir un certain nombre d'attentes vis-à-vis de ce qui va être produit. Et là, on peut aussi faire des liens avec la notion de formation discursive que l'on connaît en analyse du discours. Euh,
Une autre dimension qui a été abordée dans la littérature en lien avec cette idée de prédictibilité dans le langage, c'est la théorie de la question abordée. Euh, c'est valable notamment dans la description des dialogues, parce que si on aborde les tours de parole, euh, on peut les représenter un peu comme euh, action-réaction, question-réponse, la suite dépend du début. Donc le tour de parole qui va suivre, normalement, est lié d'une manière ou d'une autre au tour de parole qui précède. Euh, il y a une notion qui a été davantage abordée dans la théorie du genre et à l'analyse du discours, c'est la notion d'affordance, qui peut aussi être liée à ce principe de prédictibilité ou d'attente. L'affordance, c'est l'information que fournissent les objets à l'humain ou à l'animal, selon la théorie de Gibson, concernant leur usage. Donc on voit une chaise, on sait qu'elle est faite pour s'asseoir, on voit une tasse, on sait qu'on peut, là on se permet de l'attraper, de la tenir. On voit un escalier, on sait qu'on peut monter, euh, et ainsi de suite. Donc, bien évidemment, ça n'empêche pas les gens d'utiliser des objets de multiples façons. Mais l'idée est que chaque objet porte en lui un certain nombre d'affordances, donc de possibilités d'action. On parle donc dans la littérature aussi d'affordance des genres discursifs, tant au niveau de leur production et que de leur lecture, parce que dès qu'on imagine un genre discursif, qu'on veut euh, euh, y faire couler ses pensées, son discours, euh, l'idée d'affordance vient avec l'ensemble des usages, de la performativité, des contraintes, aussi bien en production qu'en interprétation, en lecture. Euh, et puis, il y a une autre question qui se pose en lien avec toutes ces théories. Je passe très vite parce que l'idée, ce n'est pas ici de développer les théories, mais je pourrais répondre aux questions et expliciter si nécessaire. L'idée, c'est de montrer que la question a été abordée, de montrer comment elle a été abordée et puis de pouvoir en tirer quelques conclusions sur mon objet particulier, les slogans. Donc, je ferme la parenthèse. Une question sous-jacente à ces principes de prédictibilité des discours est celle de la nouveauté, de la surprise et donc aussi de la science. Donc, et là, les auteurs n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ce qu'on arrive à mettre en commun en général, c'est qu'il y a une interaction entre savoir, contexte, attente et stimuli externes, mais euh, peut être saillant aussi bien ce qui est attendu, et donc ce qui est généralement routinier, saillant au sens d'accessible, et peut être saillant aussi ce qui n'a pas été attendu, prévu, et qui provoque donc la surprise. Tout ça, ça peut sembler bien abstrait, mais si on pense à l'humour, par exemple, c'est typiquement le principe de fonctionnement de l'humour, parce qu'il y a une surprise qui est produite vis-à-vis des attentes. Je vais passer très vite sur le principe d'appropriété de Fetzer, qui a été développé dans le cadre de la pragmatique. Juste pour dire que, en principe, en lien aussi avec les maximes de Grice ou la théorie de la pertinence, donc on va en faire une sorte de nébuleuse. Euh,
ce qui est produit par le langage, mais aussi par nos actes, est généralement censé être approprié à un contexte d'usage, à une situation, et on le perçoit en tant que tel. Et si ce n'est pas approprié, ben alors on est obligé de modifier notre jugement. Ça veut dire que à ce moment-là, ça ne correspond pas à nos attentes. Bon, je passe au slogan comme lieu d'observation euh, de ce qui pourrait être une certaine modélisation de la prédictibilité en travaillant sur le texte ou le discours. Alors d'abord, je rappelle la définition du slogan telle que je l'ai emprunté à d'autres. C'est un genre de discours qui est propre à plusieurs formes d'activité sociale. On peut trouver des slogans dans la publicité, c'est du discours marketing, en politique, les slogans de campagne, par exemple, et puis dans le cadre institutionnel, comme les campagnes institutionnelles qui sont quelque part entre le marketing et le fonctionnement institutionnel. Euh, ou parfois on peut parler de gouvernance. On a affaire à des formes textuelles brèves qui sont généralement facilement prononçables et mémorisables. On sait par exemple qu'on travaille beaucoup la musicalité, que chez Publicis, ceux qui font des slogans, bah, ils ont des études de musique, qu'on va euh, étudier les rimes, le rythme, etc. Euh, Parce que la forme, elle doit être frappante, comme le dit Reboul, euh, en lien, bien évidemment, à sa valeur performative, son objectif, faire agir les masses. Euh, Adam parle des slogans comme d'énoncés qui sont partageables par un grand nombre de réannonciateurs, qui ressemblent aux proverbes, mais qui s'adressent tout de même à un groupe qui est susceptible de les reconnaître. Il y a là une dimension qui m'intéresse beaucoup, susceptible d'emporter l'adhésion. Étant donné la visée performative des slogans, cette dimension est très importante. Alors, du point de vue sémantique ou sémantico-référentiel, plusieurs auteurs soulignent que le slogan exploite les présuppositions, c'est le cas de Nianti 2008, que l'imprécision, selon Adler 2020, est une véritable stratégie qui permet au destinataire de personnaliser l'interprétation en fonction de ses propres goûts, sans recevoir de garantie en retour. Donc il y a où il y aurait une rupture interactionnelle euh, quelque part, euh, parce que l'interprétation est mise sur les épaules du destinataire. Alors, la tentation était trop grande de formuler le titre «Tout ce qui n'est pas clair sera utilisé contre vous», compte tenu de ce penchant vers l'imprécision, et qui est signalé par plusieurs auteurs travaillant sur le slogan. Je me suis donc penchée sur l'utilisation de flou, du vague, de la référence indéfinie et la manière dont ça a été observé sur des discours. Alors, dans le cadre de la pragmatique, pour Meuchler et Reboul, le vague renvoie à une situation ou un contexte où la signification n'est pas suffisante pour déterminer si le terme utilisé s'applique à une série d'objets dans le monde et si tous ces objets sont concernés.
Pour Brunner, 2011, c'est sa thèse, euh, les sources du vague sont variées. Il y a la multiréférentialité, la dépendance du contexte, le manque d'information. Tout ça, c'est basé sur une approche en linguistique populaire, parce que c'est les locuteurs qui ont formulé les raisons et les sources du vague. Euh, et en lien avec ces phénomènes, donc, qui se situent au niveau macro, il y a des chercheurs, je ne vais pas les citer tous, qui se sont penchés sur des expressions qui sont, par leur référence indéfinie, génératrices de flou, de vagues, etc. Il y a toute une littérature là-dessus. Landragin parle de groupe flou. Et un groupe flou, c'est un référent qui peut varier selon les interprétations, selon le contexte, selon l'évolution du discours. Et donc, il est difficile de savoir de qui ou de combien il s'agit. Parmi les études qui se sont penchées plus directement sur ce genre de phénomène dans le cadre des analyses de discours, on peut mentionner celle de Truand, qui observe le fonctionnement de Jeder et Everybody en allemand et en anglais, et qui constate que le caractère englobant de ces termes leur permet de fonctionner en même temps comme facteur d'exclusion à travers un processus de redéfinition du même. Donc celle ou celui qui partage mon univers et les autres, en gros. Adler, en parlant des slogans également, observe que plus, lorsqu'il apparaît dans des énoncés, euh, on est en présence d'une comparaison d'inégalités fragmentaires. Donc on ne sait pas très bien plus de quoi, plus de combien, plus, ainsi de suite. L'imprécision apparaît donc comme une stratégie langagière qui engage la responsabilité du destinataire, mais très peu, voire pas du tout, celle de l'énonciateur-locuteur. Se pose dès lors la question du terrain commun, de l'engagement et du désengagement énonciatif lorsqu'on utilise ce genre de stratégie langagière. Euh, Parce que le locuteur peut se rétracter d'un contenu, étant donné qu'il peut le nier sans qu'il y ait contradiction formelle, comme le signal Drey et Saussure. C'est un fonctionnement qui est proche de celui de la présupposition. Euh, donc Oliveira, Fernandez et Oswald 2023 considèrent que l'exploitation du vague en discours euh, associe un ethos protecteur au locuteur. Donc, ils reprennent cette idée de charge interprétative qui est mise sur les épaules du destinataire. Euh, et donc, ça permet, selon un autre auteur, Lombardi-Valauri, de soustraire les contenus sensibles à l'attention du destinataire, ce qui permet d'avoir ce qu'on appelle dernièrement un effet nudging, donc de orienter des modifications de croyances. Euh, mais donc, il évoque la connotation positive qui se trouve euh, embarquée dans le contexte de ces usages. Donc, une fois ces constats faits, je vais me pencher concrètement sur les données. Donc, les données, c'est simple, mais bon, ça peut être appliqué à d'autres slogans. Et il se trouve que j'ai fait un exercice
avec des étudiantes de master, avec deux groupes des étudiantes de master depuis. Je leur ai fourni des slogans, donc, ces 5 slogans. Et je leur ai demandé, sans leur donner de contexte ni de leur permettre un accès à Internet, j'ai misé sur leur culture générale qui comprend très peu d'informations en général sur ce genre d'objet. Je leur ai demandé d'identifier l'instance énonciative, le contexte de production, et de proposer une interprétation de l'énoncé, donc le sens qu'ils donnent à chacun des énoncés. Donc, ils ont répondu à ces questions. Et puis, au bout d'un certain temps, je leur ai montré euh, les slogans dans leur contexte et je leur ai demandé de répondre à nouveau aux mêmes questions en détaillant pour voir si ça changeait quelque chose. Donc, les slogans, vous les avez là. Donc, il s'agit de slogans de campagne pour la plupart, campagne présidentielle pour 3 d'entre eux, donc Sarkozy, Pécresse et Chirac, et élection municipale pour un projet pour Poitiers. Alors, s'engager pour durer, c'était le tout début de ce slogan chez la marque. Depuis, il a été un peu davantage généralisé. Donc, c'est un slogan qui détonne un peu par rapport aux autres parce que ce n'est pas un slogan politique. Alors, ce que j'ai constaté, je ne vais pas détailler tous les résultats parce qu'ils sont dans l'article que je mentionne dans la bibliographie, donc je dis que la présentation se base sur les résultats de ce travail. Euh, je vais juste faire des commentaires plutôt méta. Donc, on observe très bien que s'ils lisent les énoncés, les slogans, on les réceptionne très vite, mais dès qu'on leur demande de dire quelque chose sur le contexte, l'énonciateur, ça prend entre 20 et 40 minutes. Euh, donc, le travail d'interprétation, il peut être questionné ici parce que il y a sans doute plusieurs niveaux d'interprétation. Et ce n'étaient pas des questions difficiles pour eux, au sens où ils n'avaient pas besoin de mobiliser des connaissances théoriques, ni rien de particulier. Mais on constate que les énoncés contiennent beaucoup de termes à référence indéfinie, comme ensemble, tout, nous, vous, parce qu'on ne sait pas toujours si c'est inclusif, si c'est exclusif, etc. Plus, qui a déjà été évoqué par Adler 2008, je pense. Euh, et puis, il y a d'autres termes qui sont déclencheurs de présuppositions comme s'engager, durer, priorité. Euh, Ce qu'il y a de particulier avec ces usages, c'est que généralement, par exemple, si on prend s'engager, c'est pour quelque chose, avec quelqu'un, alors qu'ici, on n'a pas ce genre d'informations. Donc, ce n'est pas tout à fait complet. Et c'est pour cette raison que la lecture rapide est toujours possible, mais l'interprétation ne peut pas être très rapide parce que les étudiants, ils ont été mis en position d'expliciter leur interprétation. Euh, Ce qu'il y a d'intéressant avec les réponses des étudiants, c'est qu'ils n'ont pas reconnu de discours politique pour la plupart, donc avant de connaître le contexte. Euh, Ils ont assez massivement proposé un contexte économique ou financier.
Ensemble, tout devient possible, s'engager pour durer, nous vous devons beaucoup plus, c'était des banques, des instances financières, selon eux, avant de voir le contexte. Donc déjà, ça soulève une question, parce que ça a déjà été évoqué, je pense, dans la littérature, sur le glissement du discours politique et l'interférence entre des discours managériaux, économiques, etc., et le discours politique. Euh, donc, ce qu'on constate également, c'est qu'il n'arrive pas à proposer d'interprétation référentielle précise. Et d'ailleurs, ce qui est encore plus intéressant, il n'arrive pas à proposer d'interprétation référentielle précise ni avant de connaître le contexte, donc première étape de réponse aux questions, ni après la présentation du contexte, donc deuxième étape, là où ils ont vu où, comment, par qui ces slogans ont été utilisés. Euh, c'est très intéressant, mais ce n'est peut-être pas surprenant pour autant, étant donné la présence massive de formes porteuses de vagues, d'imprécisions, etc. Si on regarde, il y en a quand même beaucoup, proportionnellement. Ça m'a conduit à conclure dans l'article hein, qui présente le détail des enquêtes que les destinataires, bon, il est vrai qu'il ne s'agit que d'étudiants, se situaient sur un terrain un peu d'emblée conquis. Ce que j'ai oublié de dire, mais ça c'est apparu dans la publication de Fernandez et Oswald, c'est qu'il y a une sorte de halo de polarité positive. C'est vrai que tous, même dans les interprétations très vagues qui proposaient, ils ne proposaient que des choses positives, très générales, très vagues, mais positives. Alors que moi, j'avoue qu'ensemble, tout devient possible, ça peut m'inquiéter. Et ça m'a fait dire que le slogan fonctionnait en fait sur un terrain d'adhésion préalable. Alors, bien évidemment, tout n'est pas aussi simple, euh, parce qu'il est vrai que mon public, donc là ça fait 40 en tout, et ce n'est pas énorme, euh, donner une interprétation positive, mais ce qu'on peut trouver, notamment sur Internet, c'est des interprétations qui ne le sont pas du tout. Il y a par exemple le détournement de l'affiche de campagne de Nicolas Sarkozy, Ensemble, tout devient possible, celle qui m'inquiétait, avec des insertions exceptives, ensemble, mais, enfin, il n'y a pas de mais, hein, sans les pauvres, les étrangers, les RMistes, la gauche, l'extrême gauche, les communistes, les CDI, les homosexuels, les intermittents, les séropositifs, les handicapés, le ministère de l'Éducation, de la Culture, les journalistes indépendants, les Noirs, les Arabes, les Noirs, les Turams et le mec qui m'a piqué ma femme. Tout devient possible. Donc, bien évidemment qu'il existe des instances interprétatives où l'adhésion n'est pas présente. C'est tout le contraire. Euh, mais pour ça, je pense que pour que ce refus d'adhésion se manifeste, je pense qu'il faut des mécanismes un peu particuliers. Et c'était un peu l'idée de ma réflexion aujourd'hui que je vais formaliser dans les conclusions. Ce qu'on peut trouver d'autre, parce qu'il est vrai que tout ce qui est imprécis est un peu non fini, donc ce n'est pas complet. On observe une démarche métalinguistique de complétion. Pareil, c'est surtout en ligne qu'on trouve ça. Ça se manifeste par des séquences qui sont assez régulières. La phrase n'est pas finie, je la finis pour toi.
et la phrase n'est pas finie, je vais vous aider. Alors, des exemples. Donc, vous avez un tweet du Parisien. Aux marquises, Macron rebaptisé le grand chef qui marche et qui va loin. Réaction au tweet. La phrase n'est pas finie, loin dans le mur. Euh, un autre tweet. La phrase n'est pas finie. La popularité de Macron chez les électeurs de droite s'envole très loin de lui. Un autre, en réponse au tweet de Muriel Pénicaud, le CDI est la norme et le restera. On sent que la phrase n'est pas finie et qu'il va y avoir un mais. Donc, bien évidemment, là, il ne s'agit pas de slogan, d'accord? Mais on a affaire à des aphorisations, donc les fameuses phrases sans texte de Dominique Minguenot. Et, euh, bon, déjà, parfois, un contexte, ce n'est pas facile à interpréter. On l'a vu avec l'interprétation des slogans après détail et présentation du contexte d'usage. Mais quand on sort des phrases comme ça du contexte, ça peut être encore plus compliqué. Euh, mais ce qu'on retient, c'est euh, le fait de viser des formes qui sont considérées comme incomplètes, insuffisantes pour l'interprétation. Et peut-être même, je m'avance, peut-être que là, ce qui est visé, c'est une certaine conscience de ce désengagement énonciatif et du fait que la charge de l'interprétation est laissée au destinataire qui refuse de l'accepter. Donc j'en arrive aux conclusions, ce que j'ai cru comprendre en temps de discussion. Euh, alors, les conclusions sur la réception d'abord. Donc, on constate que la référence indéfinie, qui est omniprésente dans les slogans, donc qui constitue une des caractéristiques des slogans, est relativement peu balisée ou reconstituée hors contexte, et qu'elle est même euh, qu'elle fait défaut même après une recontextualisation. Donc j'ai pensé à une sorte de déférence sémantique telle qu'elle a été définie par Putnam lorsqu'il parle de la division du travail linguistique en évoquant des termes comme, qui ne sont pas nécessairement très techniques, mais orme, chaîne, bon, encore que chaîne c'est peut-être plus connu, mais euh, où le locuteur lambda ne saurait pas nécessairement reconnaître le référent, ne saurait pas précisément de quoi il s'agit, mais la déférence sémantique fait qu'il fait confiance à l'expert, qui appelle ça des ormes, et donc il peut utiliser des termes de la langue sans nécessairement avoir toutes les connaissances référentielles et sémantiques qui sont propres à ce terme. Donc de ce fait, les locuteurs qui sont mes étudiants dans ce cas précis, ont des stratégies interprétatives égocentriques, des interprétations ad hoc, qui sont basées sur leur expérience cognitive subjective, lorsque ils proposent des explications un peu plus détaillées, ce qui est relativement rare. Euh, il y a une présomption de pertinence des énoncés. Et la recherche de la pertinence a pour effet d'opacifier encore davantage euh, la- le contenu du slogan. Euh, et on a l'impression que le slogan, il est réduit à un potentiel interprétatif instructionnel que chaque enquêté accepte. Donc il accepte que ce ne soit pas clair, que ce ne soit pas complet. Il se dit c'est pertinent et c'est positif.
Pour résumer, hein, ça fait un peu caricatural, mais c'est un peu ça. Alors, la polarité positive est donc constamment convoquée lors des interprétations, que ce soit avant ou après la présentation du contexte de la situation d'utilisation des slogans. Donc, ce qui me fait dire que les connotations positives sont des parties prenantes des instructions liées à l'utilisation et à l'interprétation des slogans. Si le recours à la contextualisation permet de construire un certain terrain partagé. Quand je dis terrain partagé, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord avec tout le monde, mais qu'on arrive à voir où on se situe et on arrive à comprendre qu'on partage un certain nombre de choses, dont certains principes discursifs, etc. Donc, ça permet d'associer les slogans à des intentions communicationnelles, mais ça ne permet pas pour autant de spécifier la référence. Au final, ce n'est pas tellement l'énoncé du slogan qui produit l'adhésion, mais il y a une sorte de pré-adhésion ou alors une compréhension d'une attente d'adhésion qui permet euh, de recevoir, d'accepter le slogan. Donc là, en écho à la différence sémantique, qui était liée concrètement à l'utilisation de formes peu précises, vagues, etc., je vais renvoyer à la différence politique théorisée par Laurence Kaufmann, dont elle dit qu'elle est épistémiquement injustifiée car inconditionnelle. La différence politique euh, prévoyant justement une sorte d'adhésion à un ordre moral. Euh, Elle utilise ce terme aussi pour parler du discours politique et médiatique et pour remettre en cause, en quelque sorte, l'absence de discussion sur les principes auxquels on est susceptible d'adhérer par déférence politique. Donc là, je pense qu'on est vraiment proche de ce type de fonctionnement euh, dans l'usage et la réception des slogans. Et pour proposer quand même une petite tentative de modélisation, parce que c'était ça l'intitulé de ma présentation. Donc j'en conclus, mais ça, ce n'était pas difficile à faire, que le slogan a ses propres affordances en tant qu'objet langagier, que genre discursif, qui vont permettre ce halo positif, l'acceptation de euh, prendre la charge interprétative, la rupture, le désengagement énonciatif de l'énonciateur, de l'ocuteur, et ainsi de suite. En même temps, on peut se dire que dans les slogans, il y a de la métadiscursivité telle qu'elle a été définie dans la partie théorique, textuelle fragmentaire. Donc ce qu'on a vu avec l'incomplétion, ce qu'on a vu avec les insertions exceptives, c'était des réactions à ce genre de problématiques. Alors, en quoi c'est métadiscursif? Si je fais écho à la théorie de Highland et de Tse ou de Tadros, ce que l'imprécision qui est inhérente au slogan, elle génère des attentes discursives.
mais qui ne sont pas produites, les suites discursives. Je parle des suites discursives. Elles ne sont pas produites. Donc, c'est au destinataire qu'il incombe la charge de se produire ces suites discursives. Le slogan, il conditionne aussi des attentes en termes de polarité positive. Donc, pour faire référence aux engagements communicationnels de Hamblin, euh, on dirait que ces engagements communicationnels, qui, rappelons-le, ne renvoient pas à des croyances réelles, mais à une représentation des croyances. Donc, ça élude en fait les croyances et donc potentiellement les actes. Ce n'est pas que j'ai tenu absolument à exploiter la théorie des questions en discussion que j'évoquais tout à l'heure, mais en observant les réponses des étudiants, ce qui m'est apparu quand même un peu évident, c'est que se poser des questions, c'est avoir des réponses. Par exemple, se demander quelle est la question en discussion pour chacun de slogans. De quoi ça parle? Ce n'est pas facile parce que justement, on est en présence de références indéfinies. Mais ça permettrait peut-être d'esquiver un peu la déférence politique. Alors qu'il est quand même difficile d'esquiver la déférence sémantique, étant donné la nature des termes qui sont utilisés dans les slogans. Esquiver la déférence politique, c'est peut-être plus accessible dans l'immédiat, mais peut-être pas, hein, ça se discute. Alors finalement, que peut-on prédire lorsqu'on a affaire à des slogans? Ben, on peut prédire, un peu comme pour la science, deux choses opposées, soit des attentes à polarité positive, donc une adhésion, soit une remise en cause totale. Et c'est le caractère du slogan qui le permet, il me semble. Donc je conclus sur une hypothèse de définition du slogan comme marqueur métadiscursif virtuel, étant donné que la suite discursive, elle doit être produite par le destinataire. Que donc potentiellement, s'il s'engage bien dans le travail, ça donnerait autant de suites discursives que de destinataires. Bon, la réalité est qu'il ne s'y engage pas nécessairement jusqu'au bout. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. C'était un peu à pas de charge. Je pense que c'est à l'image de mon déplacement entre la station de RER et ici. Mais justement, je pourrais répondre aux questions ou clarifier des points sur lesquels je suis allée peut-être trop vite. Merci beaucoup hein, pour cette présentation qui nourrit certainement l'imagination théorique et analytique de nous. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des suggestions? Si on n'a pas, je veux bien commencer avec une observation. Quand tu as commencé de parler des prédictions, voilà, de prédire la suite du texte, j'ai attendu une sorte de réflexion suivant le modèle des LLM. Des machines qui construisent des textes sans les comprendre, seulement basés sur la probabilité. Ça, on est vraiment sur la construction de la suite des expressions, des phrases, des textes. Et après, tu as parlé beaucoup des interprétations et des pratiques, des réactions sur le niveau du sens. Et donc ça, c'est tout autre chose, hein. C'est tout à fait la construction du sens comme activité qui n'a rien à voir avec ce que font les machines.
Et, et du coup, je ne sais pas si j'étais confus ou si je n'ai pas vraiment vu la frontière entre les deux. Et si tu as une réflexion sur ces distinctions, est-ce que c'est pertinent ou est-ce que voilà, il y a un manque de frontières réelles dans ce que tu analyses? Alors, je vais te répondre, merci pour cette question parce que j'y ai pensé très fort. C'est pour ça que j'ai mis aussi l'extrait du film. J'ai pensé très fort au LLM, euh, qui sont, comment dire, très cohérents avec le scénario du film. Euh, alors, je vais répondre en deux niveaux, euh, parce que tu me demandes s'il y a un lien. Euh, il y a un certain lien, mais non, en fait, et je m'explique. Euh, en quoi il y a un lien? Euh, Ce qui est réel dans la pratique de tous les jours, bon, même si ça ne nous arrive pas nécessairement tous les jours, c'est qu'on arrive quand même parfois à finir les phrases des autres ou se parler sans parole. On n'a pas besoin de beaucoup de mots, de beaucoup de développement, on peut couper à moitié et ça reste compréhensible. Généralement, ça nécessite beaucoup de connivence. Après, dans les genres discursifs très très contraints, euh, donc là, le niveau de prédictibilité, il est assez fort, même sans connivence. Euh, Parce que c'est des formulaires, ou si c'est pas des formulaires, on n'en est pas très loin. Donc de ce point de vue, il y a une continuité, dans la mesure où on fonctionne quand même un peu comme ça, euh, parce qu'on a certaines habitudes, euh, parce que il y a certaines normes, ou tout simplement parce qu'on connaît très très bien l'autre. Maintenant, ça n'a pas de lien au sens où les théories que j'ai évoquées tout à l'heure, euh, elles ont pu peut être utilisées pour certaines, celles qui portent sur le micro, sur le niveau micro, là, les colocations, les choses comme ça, tout ce qui relève de la linguistique de corpus. Bien évidemment, c'est ça qui a nourri les modèles langagiers, qui font ensuite des calculs stochastiques sur la probabilité et donc le degré de surprise ou pas. Donc, euh, ces phénomènes ont été, il est vrai, largement mobilisés dans les modèles langagiers. Maintenant, je peux peut-être m'expliquer un peu plus sur la question sur, euh, que je me pose. Justement, on parle bon, je ne m'attarderai pas ici sur la distinction entre texte et discours, je parle des deux, donc là, je ne fais pas de distinction entre les deux. Mais on définit le texte ou le discours comme un niveau spécial, donc ça peut être défini comme un saut qualitatif, donc ce n'est pas compositionnel, c'est un niveau qui échappe à la règle compositionnelle. C'est un niveau global, donc on part du global pour arriver au local, donc c'est ça qui domine. C'est l'unité maximale de sens quand on définit le texte dans le cadre du fonctionnalisme. Euh, c'est un objet qui échappe au périmètre langagier, si on met davantage l'accent sur le discours. Euh, Tel qu'on utilise le terme habituellement, parce que ça intègre toute une série d'informations qui sont contingentes et qui sont uniques. Donc, quand on parle de DX6, on en est un peu là. Or, justement, comment prédire, je ne dis pas qu'il faille le faire, hein,
ce qui est global, ce qui constitue un saut qualitatif qui n'est pas compositionnel, ce qui intègre d'emblée des niveaux de contingence et d'unicité, même s'il y a des règles sur l'utilisation du DXI, sur l'identification de la situation, etc., etc. C'est quand même unique. C'est quand même des occurrences. Et donc, ma question, elle vient à la fois de ce savoir théorique que, euh, que, que je viens de schématiser, qui fait partie de ma formation, et du constat dans la pratique de tous les jours qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Il y a quand même quelque chose qui se passe. Là, je n'ai pas évoqué le terme de manipulation discursive, mais j'avais très envie de le faire, en rapport avec les slogans. Et je me suis demandé si on pouvait trouver, au niveau de ces objets très complexes, des phénomènes qui renverraient à ce principe de prédictibilité et qui, du coup, permettraient de mieux comprendre l'exploitation performative, y compris manipulatrice, des discours. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais j'ai essayé. Bien sûr, oui. Et puis, bien évidemment, on peut se dire, et je me suis posé la question, je fais ça parce que ça m'intéresse moi, mais j'ai eu comme l'impression en discutant avec des gens que ça pourrait intéresser les modèles langagiers, mais ce n'est pas mon but. Euh, voilà, donc c'est un peu tout ça. D'accord. Merci beaucoup. Alors maintenant, c'est Martha Chiro. Bonjour. Euh, Bonjour. Est-ce que je peux parler en anglais, que je suis plus confortable? Oui, oui, oui. Enfin, je vais essayer en tout cas. Um, Very interesting, your talk. Uh, I think that predictability is a very interesting concept in language processing and discourse. And, and it's closely related to inferencing. That you talked about presuppositions, inferencing, all the implicit language that exists in every utterance. I'm very interested in your description of slogans as a discourse genre, and I have uh, two questions there. One is what you understand more specifically about attente à polarité positive. Is it the evaluative part of comprehension that is positively valued, or is it the completion of the phrase that has some positive connotation? What do you mean by that? And the other thing that I find interesting and maybe should be included in your description is that slogans are a public discourse, which is different from a day-to-day discourse. And the repetitive function or the fact that it's repeated has some impact on the way it is processed. So, and I like your interpretation there, sorry, your interpretation there about différence politique, because, and that relates to my question about polarité positive, because it depends on your previous alignment or not alignment with the source. And that completely changes the way you interpret the slogan. You can interpret it in two completely contradictory ways. Thank you. Merci. Je peux répondre en français? Bien sûr.
Merci beaucoup. Merci pour le retour sur la présentation et pour les questions aussi qui sont très intéressantes. Alors, sur la polarité positive, c'est une très bonne question parce que je me demande si je sais très bien ce que Euh, je me dis que je devrais me pencher davantage sur la définition des attentes à polarité positive. Euh, j'ai, Dans ce que j'ai fait, ça renvoie au potentiel de suite, étant donné comment les choses ont été étudiées. Parce que j'ai demandé aux étudiants d'expliquer, souvent c'était des gloses qui développaient le slogan. Et c'était positif. Donc ils s'attendaient à de bonnes choses. Euh, donc, de ce point de vue, je pense que ce que le terme décrit dans ma présentation, c'est davantage des suites discursives qui incombent au destinataire. Et je pense que c'est aussi assez cohérent, donc cette définition des attentes à polarité positive, euh, c'est assez cohérent avec la visée performative du slogan. Parce que celui qui l'énonce, il l'énonce en général pour retenir l'attention et l'adhésion du destinataire, tout en usant de multiples stratagèmes langagiers. Donc je pense que c'est ça. Maintenant, sur la dimension publique des slogans, il est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais c'est tout à fait pertinent. C'est tout à fait pertinent, c'est répété, c'est public. Bon, les étudiants eux-mêmes, ils n'ont pas été vraiment exposés à ces slogans, compte tenu de leurs interprétations en première instance, mais ça ne peut pas être éludé de la définition du slogan, parce qu'il est fait pour, en fait. Donc, oui, c'est pour ça qu'on tombe sur cette opposition en termes de prédiction possible. Donc, soit on adhère d'emblée, on ne se pose pas trop de questions, et donc on a cette déférence en acceptant les affordances du slogan tel quel, soit par principe ou parce qu'on connaît ou parce qu'on oppose les croyances réelles et les actes aux engagements communicationnels. Donc là, je fais la différence entre ce qui est dit et ce qui est entendu dans le discours politique. Euh, donc il y a cette remise en cause totale. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question et merci encore. Est-ce qu'on a d'autres questions? Merci. Je n'ai pas trouvé mon microphone. Christine. Oui, merci beaucoup pour cette présentation très riche. Je me demandais dans quelle mesure il n'y avait pas non plus une nécessité pour le slogan, justement, dans sa prédictibilité aussi, de garder ce flou, parce que par définition, d'un point de vue communicationnel, le slogan doit pouvoir être malléable d'une certaine façon en termes d'appropriation et d'interprétation. Donc, est-ce que c'est pas aussi une dimension inhérente, j'ai envie de dire, à ce genre spécifique du slogan? Et puis, quant aux étudiants, alors je pense que aujourd'hui, il y a quand même une socialisation politique des étudiants qui est peut-être moindre. Et après, ça dépend aussi des disciplines, bon, des parcours, des cursus. Ça m'a fait penser au travail de Michel Pêcheux sur les formations discursives où il avait présenté voilà, plus des groupes de textes pour voir comment les interpréter selon justement ce cadrage idéologique. Donc voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi euh, peut-être une forme de dépolitisation, en tout cas du public? Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de confronter avec d'autres publics Mm. voilà. Merci beaucoup, euh, aussi bien pour le retour que pour les questions. Alors, euh, je pense que oui, c'est inhérent au slogan, ça fait partie de ses affordances
en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs travaux qui notent cette imprécision propre au slogan. Euh, bon, après, on a les slogans comme on les a, on fait avec, mais, et voilà, on est dans ce mais. Sur les formations discursives, c'est tout à fait juste. J'ai évoqué en passant la notion de formation discursive dans ma partie théorique, mais j'ai pas. euh, bon, ça risquait de partir un peu au-delà d'une heure. Et c'est tout à fait vrai. Et j'ai pas été gentille non plus parce que je leur ai proposé des slogans. Donc pour Monoprix, ça venait tout juste de sortir. Bon, après, je ne sais pas s'ils le fréquentent non plus. Pour les autres, c'était quand même, bon, Pécresse, ce n'était pas la candidate qu'on voyait le plus. Les autres étaient assez anciens, ils sont jeunes, hein. Ils sont très jeunes. Donc j'ai fait un peu exprès euh, pour que justement, ils n'arrivent pas à trouver d'emblée ce qu'on voulait leur faire trouver avec la situation, le contexte, etc. Et pour élargir à d'autres publics, j'essaie avec un collègue avec qui j'ai travaillé un peu sur le projet. Alors, ce n'est pas facile de sortir du public qu'on a. C'est toujours le problème des enquêtes dans le monde universitaire. Mais on a déjà élargi un peu à des étudiants d'autres spécialités, de différents niveaux, donc licence. Et quand je dis d'autres spécialités, donc ça peut être économie, psychologie, donc ça va nous permettre d'avoir déjà de voir si ça se confirme, et puis peut-être d'élargir encore davantage après. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, on passe à Luciana. Merci beaucoup pour cette très très belle présentation. Je pense que nous avons tous appris beaucoup de choses. En vous écoutant ou en t'écoutant, Georgetta, je me disais que les slogans avaient presque les mêmes caractéristiques que les titres de presse. Et voilà, nous qui venons de l'espace de la communication plutôt et de l'espace médiatique, de l'analyse de l'espace médiatique, il y a beaucoup de recherches qui ne se font que sur des corpus de titres de presse parce que voilà, ce sont des corpus facilement réalisables, mais aussi parce que c'est une réalité. On ne lit ces derniers temps que les titres et on va rarement dans le contenu. Voilà, souvent le contenu est payant d'ailleurs en ligne, donc tout le monde n'a pas accès au contenu. Et donc, je me demandais si dans la littérature qui est déjà écrite dessus et tout ce que tu as cité, il y avait ce type de parallèle qui était fait et si finalement les titres et les slogans pouvaient jouer le même rôle dans l'espace communicationnel. Merci beaucoup. J'avoue que c'est très plaisant d'intervenir dans ce séminaire avec plein de retours positifs très agréables. Et merci pour la question. En fait, elle me fait plaisir cette question pour la simple raison que je n'ai pas réussi du moins pour l'instant, à faire aboutir ce travail. Parce qu'il fallait le faire manuellement et ça implique comme j'avais remarqué à un moment donné dans des commentaires, maintenant il y en a beaucoup moins de commentaires dans les médias en ligne, dans des commentaires titres mensongers, titres fallacieux, j'avais commencé à opposer, entre guillemets, euh, titre, texte et lorsqu'il y avait ce genre de commentaires. Bon, comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas réussi à vraiment avancer comme je le voulais sur la question. Mais je n'ai pas abandonné l'idée pour autant, parce qu'il est vrai que si on prend le texte comme un développement ou une suite du titre, il faut que ce soit concordant. Donc c'est un peu comme le slogan.
Euh, il existe, à ma connaissance, il y en a peut-être d'autres, hein, mais c'est vrai que quand j'ai fait ces premières études sur corpus, sur titre, texte et commentaires, j'avais trouvé des travaux en psycholinguistique qui demandaient au sujet de donner un titre pour un texte ou de continuer voilà, de produire le texte, de matcher euh, titre et texte. Et l'idée, c'était que, a priori, lorsque c'est bien fait, donc un titre, c'est déjà la moitié du texte. Excellent. À Cergy, en ce moment, nous travaillons sur un corpus de tweets. Pardon, Johannes, je me permets de dire que c'est assez amusant finalement. Le titre tel qu'il est présenté dans un tweet, on parle d'article de presse, mais dans un tweet, dans la version en ligne et dans la version en papier, les titres sont différents. C'est amusant. C'est-à-dire qu'on est Oui. parfaitement adapté à des publics spécifiques. Et puis voilà, nous ne sommes pas allés chercher les commentaires, mais je suis sûre que c'est très intéressant de faire cette recherche. Merci beaucoup. Merci à vous. Je réponds à un message du chat. Je vais poster la bibliographie, mais voilà, il faut que je la poste que je vois avec vous pour le site, pour discours, pour la plateforme ou pas? Comment je fais pour la bibliographie? Ouais, tu peux. Tu peux, Je voilà, vous l'enverrai alors. un message, sinon tu me dis et il n'y a pas de souci. Merci. On vient de la demander. Là, il y a un message très long. Ah Oui. oui, donc c'est le mail. Il faut que je note le mail alors. Je peux lui renvoyer directement par mail. Je ne peux pas prendre la parole. Alors je me permets une question écrite. Vous parlez du fait qu'un slogan est incomplet et vous en faites l'une des caractéristiques, mais existe-t-il des énoncés complets? Ne pensez-vous pas que le sens d'un énoncé est inséparable des effets ou autres qu'il produit dans une situation? Si c'est le cas, la caractéristique selon laquelle un énoncé Y est incomplet est le propre de l'énoncé. Je pense ici, bah oui, bien évidemment. Bien évidemment. Enfin, je pense que j'ai mis davantage l'accent sur l'imprécision au sujet de slogan que sur incomplétude. Mais il est vrai que dans les cas de non-adhésion au slogan ou aux aphorisations, c'est l'incomplétude qui est soulignée. C'est pas l'imprécision. Donc c'est sans doute pour ça qu'il y a eu comme une petite confusion. Mais bien évidemment, en travaillant sur le texte et le discours, je ne peux pas dire qu'une phrase elle est complète ou qu'un énoncé il est complet. C'est parce que c'est dans un ensemble que c'est interprété. Enfin, oui, 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 tout à fait. Donc s'il y a eu une confusion entre les deux, voilà, c'est pas ce que je cherchais. Et j'aurais peut-être une deuxième question si on n'a pas d'autres, qui va un peu dans ce sens-là. En fait, on a peut-être deux manières de rendre compte du sens. Il y a une manière qui met l'accent sur l'organisation sémiotique, les contraintes des formes linguistiques. Euh, c'est ce que normalement décrypté par les linguistes et voilà, il y a toute une linguistique classique qui conçoit un peu tout ça comme une machine grammaticale qui nous force voilà, d'aller chercher dans certains sens son grand degré de liberté. Et puis, il y a une autre manière de concevoir euh, la construction du sens, c'est voilà, par association, par compréhension spontanée, par la contextualisation tout à fait personnelle. C'est parfois un peu artistique, c'est tout le projet peut-être de l'herméneutique, de la recherche qualitative, de beaucoup de choses qui se passent en sciences sociales, en dehors de la linguistique.
Et donc, la question, ce serait maintenant de savoir si, avec des idées que tu nous présentes, tu, euh, tu ne serais pas, voilà, du côté, voilà, des herméneutes qui défendent un sens, voilà, toujours personnel, la compréhension comme art. Et donc, est-ce que ce serait une partie prise voilà, à l'encontre de cette conception très classique de la linguistique? Ou bien est-ce que tu verrais une sorte de complémentarité entre des domaines plus ou moins encodés avec des approches donc plus ou moins linguistiques? Euh, Linguistique classique, hein, et en fait, Oui. j'ai bien sûr aucun jugement sur voilà, la valeur de l'analyse linguistique classique ou non. Et de toute façon, en fait, c'est quelque chose qui me semble bien pertinent pour le débat bien au-delà de l'objet que tu as, précisément sur l'ouverture du sens et voilà, la question voilà, comment rendre compte de la construction du sens. Et j'ai toujours eu l'impression que voilà, on ne peut pas vraiment aller très loin avec des approches très enfermées dans voilà, des réflexions formalistes ou grammaticalistes. Et il faut bien voilà, affronter la complexité du sens réel en voilà, faisant appel aussi à des interprètes réels, donc faire cette sorte d'expérimentation avec des gens qui voilà, sont créateurs dans tout ça. Donc voilà, ce sera un peu une réaction, question. Oui, merci. Tu as le don des questions pièges. Non, je rigole. Alors, Aucune là encore, je vais répondre en plusieurs temps. Non, non, mais je vais intention, répondre. hein, c'est innocent comme question et je ne vais pas te mettre sur. Euh, Il n'y a pas de honte. J'ai toujours eu, parce que j'ai des dons moi aussi, j'ai toujours eu le don de me situer entre deux mondes, y compris par mon histoire personnelle, hein, donc c'est pas un problème. En fait, je pense, compte tenu de ce que j'ai pu faire dans mes différents travaux qui peuvent être assez éclectiques, qu'il y a un peu des deux. Euh, Parce qu'on ne peut pas nier le fait qu'on dédie de manière assez généralisée, mais pas absolue, un certain nombre de formes linguistiques à tel ou tel fonctionnement. Et ça se voit aussi avec les travaux qui ont pu être faits sur la prédictibilité, mais pas uniquement. On est quand même aussi un peu enclin à répéter, reproduire. Donc je pense qu'il faudrait renoncer à toute une partie sur l'intertextualité et l'interdiscursivité si on récuserait complètement cette dimension. Euh, mais, et c'est une des questions liées à ma problématique, à un moment donné, ça nous échappe. Et je ne sais pas si je peux formuler ma question à ce niveau comme à quel moment est-ce que ça nous échappe? Parce que je sais pourquoi ça nous échappe, en théorie du moins. Enfin, c'est pas, je ne l'ai pas inventé, il y a la créativité langagière. Je ne suis pas vraiment caussérienne, mais je lis avec plaisir les travaux de Kocherioù en linguistique textuelle et le principe de créativité qu'il évoque, par exemple, sur des données qui sont assez, comment dire, qui ne sont pas revendiquées comme venant d'un point de vue herméneutique. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui, la créativité langagière, et quand je dis créativité, ce n'est pas uniquement le fait de pouvoir inventer des mots nouveaux ou de faire évoluer la langue selon les régions, les époques, etc. C'est vraiment ce qui fait vivre les pratiques langagières.
Donc, pour moi, c'est une réalité qui est inhérente à l'existence de ce qu'on peut appeler la langue naturelle si on l'oppose au modèle, parce que ça rejoint ta question sur les modèles langagiers. Euh, c'est qui, a priori, ne possède pas de créativité, même si on dit ça, mais c'est pas réel, c'est pas. Donc, pour moi, la créativité, c'est vraiment un principe de base qui est là, et d'ailleurs, indépendamment, je dirais, de nos positionnements théoriques, que ce soit un pôle ou l'autre, ou dans l'entre-deux où je me situe, parce que je me situe plutôt dans l'entre-deux. Ton micro? Il y a peut-être aussi l'aspect de la répétition qui est très importante. Et c'est quelque chose qu'on ignore souvent hein, dans les analyses quelconques, hein, de ne pas voir que voilà, il y a parfois un bombardement avec certaines stimuli, et parfois c'est des choses qui sont tout à fait uniques. Du coup, voilà, ils ont des valeurs totalement différentes. Et du coup, je pense qu'avec tes réflexions, c'est quelque chose qu'on voit. C'est quand même inscrit dans le fonctionnement de la production du sens, aussi dans la créativité langagière, d'avoir des énoncés ou des constructions, des formes sémiotiques plus ou moins répétées. Mm, Et c'est absolument crucial, à mon avis, et c'est étonnant que voilà, il y a si peu de choses dans les approches plutôt, disons, classiques. mm. Oui, bah, c'est parce que parfois c'est étanche, je pense que ça vient de là. Les domaines sont souvent étanches les uns aux autres, Mhm. mais tu as D'accord. raison. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres réactions. Donc, si vous voulez bien, c'est l'occasion pour te remercier pour cette belle intervention. Et comme tu l'as vu, ça a été une discussion bien voilà, stimulante et avec beaucoup d'intérêt et bienveillance. Merci beaucoup d'avoir donné ta communication et merci à tous et à toutes d'avoir assisté. On se verra dans un mois à peu près. Christine, Luciana, tu... Un En peu fait, Luciana plus. vient de dire qu'on a un problème sur la date du 4 avril. Ah oui, c'est vrai. Luciana, à C'est vrai. toi. Donc, il faudra sans doute changer quelque chose, mais normalement, j'imagine que pour le euh, 4 avril, on aura quelqu'un. Et après aussi, on aura quelqu'un. Donc, ce sera donc dans 6, 7 semaines. Et au plaisir de vous revoir tous et toutes. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci. Bonne fin de semaine. Merci, au revoir. Au revoir, Merci à beaucoup. Au bientôt. revoir. Merci beaucoup. À bientôt.